Imaginez, une ministre en plein exercice de ses fonctions sur le banc des accusés. C'est quand même une situation rarissime et pourtant c'est ce qui est en train de se passer en France. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une affaire qui secoue le monde politique et qui, vous allez voir, soulève des questions absolument fondamentales. Et voilà, on y est. C'est la question centrale qui va nous guider. Quand une personnalité politique de premier plan est accusée, où est-ce qu'on trace la ligne? Où s'arrête la responsabilité pénale et où commence la responsabilité politique? C'est exactement ça, on est en plein dans le mille. Parce que cette affaire, ce n'est pas juste un dossier judiciaire de plus, non. Elle cristallise vraiment cette tension, cette espèce de bras de fer permanent entre le pouvoir des juges d'un côté et le pouvoir politique de l'autre. Bon, pour y voir clair, voici le plan de match. D'abord, on va voir de qui on parle. Une ministre en procès. Ensuite, on se penchera sur cette fameuse connexion Gosse-Dati. Puis, on décryptera les accusations. C'est un peu technique, mais essentiel. On verra aussi l'argument du temps qui passe, la prescription. Et enfin, on prendra un peu de recul pour voir le grand tableau. Justice contre politique. Allez, on y va. Alors, première étape, une ministre en procès. On entre direct dans le vif du sujet. Qui sont les acteurs principaux et surtout, quel est le calendrier? Alors, les protagonistes. D'un côté, on a Rachida Dati, une figure politique majeure, bien connue, aujourd'hui ministre de la Culture. Et de l'autre, Carlos Ghosn, l'ancien grand patron de l'automobile dont tout le monde se souvient de la chute spectaculaire. Ce sont donc ces deux noms qui sont au cœur de ce qu'on soupçonne être un pacte de corruption. Et là, attention, le calendrier est, disons, très intéressant. Le procès, il devait avoir lieu en novembre 2025. Mais il a été décalé, repoussé à septembre 2026. Et cette date, elle n'est pas choisie au hasard, loin de là. Elle tombe pile après les élections municipales à Paris, où Rachida Dati est une candidate déclarée. Difficile de ne pas y voir un calcul pour que le procès ne vienne pas perturber la campagne électorale, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on a le contexte, venons-en au nerf de la guerre. L'argent. De quoi on parle concrètement? Le chiffre à retenir, c'est celui-là. 900 000 €. C'est une somme énorme. C'est ce que Rachida Dati est soupçonnée d'avoir touché, via une filiale de Renault-Nissan. Et ces paiements, ils ne sont pas arrivés en une seule fois. Non, ils ont été étalés sur 3 ans, entre 2010 et 2012. Et le détail qui change tout, c'est qu'à ce moment-là, Rachida Dati n'était pas ministre, elle était députée européenne. Et ça, c'est crucial pour la suite. Alors, quel est le problème, au fond? Eh bien, pour l'accusation, c'est simple. Ces 900 000 €, ce n'était pas pour payer des conseils d'avocate. Pas du tout. C'était en réalité pour la rémunérer pour des activités de lobbying au Parlement européen. En gros, les juges pensent que le contrat d'avocate n'était qu'une couverture, une façade pour cacher ce qu'ils appellent un pacte corruptif. Ils parlent même d'un conflit d'intérêts patent, c'est-à-dire évident et totalement incompatible avec son mandat de député. Ok, maintenant on va entrer dans le jargon des juristes. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble pour que tout soit bien clair. Première grosse accusation, la corruption passive. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le point de vue de la personne qui reçoit l'argent, la personne corrompue. Ici, ce serait donc l'élu qui aurait profité de sa position au Parlement européen pour aider les intérêts de Renault-Nissan en échange de cet argent. Et puis, il y a la deuxième charge, le trafic d'influence. Là, la différence est subtile mais importante. Il ne s'agit pas forcément de prendre une décision soi-même, mais plutôt de vendre son influence, son réseau, son carnet d'adresses pour faire pencher la balance du bon côté. En gros, c'est l'accusation de lobbying déguisé. Pour bien comprendre, il faut voir ça comme une pièce avec deux faces. Vous avez la corruption active, c'est celui qui donne, le corrupteur, donc ici Carlos Ghosn, et de l'autre côté, la corruption passive. C'est celle qui reçoit, la corrompue, donc Rachida Dati. Et ce que la justice essaie de démontrer, c'est l'existence de ces pactes complets, de cet accord entre les deux. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on aborde un point de droit qui pourrait tout faire capoter. C'est l'argument de la défense. Les faits seraient tout simplement trop vieux pour être jugés aujourd'hui. Et c'est la grande question que posent les avocats de Rachida Dati. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, une infraction est, en quelque sorte, effacée par la loi? C'est ce qu'on appelle la prescription. Et là, franchement, c'est un vrai casse-tête juridique. Parce qu'à l'époque, le délai pour juger ce genre de fait était de seulement 3 ans. Donc, en théorie, l'affaire devrait être classée. Sauf que, la justice a une carte dans sa manche, la théorie du délit dissimulé. L'idée est assez simple à comprendre. Si vous cachez le délit, le chrono ne commence à tourner qu'au jour où on le découvre. Et ici, la découverte, c'est 2019. Pour ajouter à la complexité, une nouvelle loi est passée par là en 2017 pour allonger les délais. Bref, vous voyez le sac de nœuds. Et écoutez bien cette phrase du parquet national financier parce qu'elle résume parfaitement leur position. Ils disent que le contrat de conseil n'était que l'habillage juridique d'un pacte corruptif patent.
En clair, pour eux, ce contrat était l'instrument même qui a servi à cacher l'accord. Et c'est justement cet habillage qui permettrait de dire que le chrono de la prescription n'a pas commencé à tourner à l'époque. Ok, on a vu les faits, le droit, maintenant prenons un peu de hauteur. Parce qu'au-delà de ce cas précis, qu'est-ce que tout ça nous révèle sur les rapports, parfois compliqués, entre la justice et le monde politique ? Et cette confrontation, elle nous amène tout droit à un concept beaucoup plus large. Cette affaire, c'est l'illustration parfaite de ce que les spécialistes appellent la judiciarisation de la vie publique. C'est un terme un peu barbare pour dire quelque chose de simple, c'est la tendance à régler des problèmes politiques ou sociaux devant les tribunaux, plutôt que par le débat politique. Le prétoire devient une sorte d'arène politique où les juges doivent trancher des questions qui sont parfois plus morales ou éthiques que purement légales. Et là-dessus, il y a vraiment deux visions qui s'opposent. D'un côté, il y a ceux qui disent « Attention, un juge n'est pas élu, il n'a donc pas la légitimité démocratique pour décider de la carrière d'un responsable politique. » Pour eux, la sanction doit être politique, c'est aux électeurs, au Parlement de décider. Mais de l'autre côté, on a une vision inverse, qui dit que la responsabilité politique ne fonctionne plus très bien, et que la justice est devenue une sorte de dernier rempart, un mal nécessaire pour s'assurer que les élus restent droits dans leurs bottes. Au final, cette affaire Dati nous ramène à une question qui est juste essentielle. Est-ce qu'on doit laisser la justice aller jusqu'au bout, même si ses décisions peuvent influencer le jeu politique, ou est-ce que, au contraire, la sanction pour ce genre de manquement doit rester purement politique, avec les citoyens comme seul juge ? La question est posée, et le débat est loin, très loin d'être clos.